Bonsoir mes chers auditeurs, et bienvenue dans ce coin douillet de l'histoire où nous explorons les recoins les plus sombres du passé. Avant de plonger dans les profondeurs troublantes des geôles médiévales, permettez-moi de vous saluer chaleureusement. Que vous soyez blottis sous vos couvertures, prêts à vous laisser bercer par le sommeil, ou que vous cherchiez simplement à vous détendre avec une histoire historique apaisante, je suis ravi que vous ayez choisi de me rejoindre ce soir. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais savoir d'où dans le monde vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire. C'est toujours un réel plaisir de voir cette communauté diverse d'amateurs d'histoire se rassembler ici. Et si vous appréciez ce style de récit calme et immersif du passé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations nocturnes. Mais pour l'instant, laissons les préoccupations du monde moderne se dissoudre pendant que nous voyageons vers une époque lointaine, où la justice avait un visage bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Un temps où les mots prison et torture n'étaient pas simplement liés par accident, mais tissés ensemble dans une tapisserie de souffrances que la plupart d'entre nous peuvent à peine imaginer. Alors, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce léger bourdonnement en arrière-plan qui aide à s'endormir. Installez-vous confortablement et commençons ensemble ce voyage vers les cachots oubliés du Moyen-Âge. Imaginez-vous dans l'Europe médiévale, quelque part entre le Xe et le XVe siècle. Les rues pavées résonnent du bruit des sabots et des charrettes. L'air porte l'odeur du pain fraîchement cuit, mêlé à sel, moins agréable, des égouts à ciel ouvert. Les cloches des églises marquent le rythme de la journée, et au-dessus de tout cela s'élèvent les tours imposantes des châteaux et des forteresses qui dominent le paysage. Mais regardez plus attentivement ces structures majestueuses. Regardez au-delà des bannières qui flottent au vent et des remparts qui brillent sous le soleil. Descendez, toujours plus bas, sous les grandes salles et les cuisines animées, jusqu'aux fondations mêmes de ces édifices. Là, dans l'obscurité la plus profonde, se cachent des chambres que la lumière du jour n'a jamais touchées, des lieux où l'écho des pas se perd dans le silence humide, où l'air lui-même semble chargé de désespoir. Ces endroits avaient des noms qui font encore frissonner aujourd'hui. Les oubliettes, ces puits verticaux où l'on jetait les prisonniers comme des objets dont on ne voulait plus. Les basses fosses, ces cellules creusées à même la terre, si basses qu'un homme ne pouvait s'y tenir debout. Les cachots, ces chambres de pierre froide, où l'humidité suintait éternellement des murs. Chacun de ces mots porte en lui l'écho des cris et des pleurs de milliers d'âmes oubliées. Vous voyez, au Moyen Âge, la notion moderne de réhabilitation n'existait tout simplement pas. La prison n'était pas conçue pour corriger ou rééduquer. Elle n'était même pas vraiment conçue pour punir de manière mesurée et proportionnelle. Non. La prison médiévale avait des objectifs bien plus sombres et pragmatiques. D'abord, elle servait à extraire la vérité. Dans un monde où la science judiciaire n'existait pas, où il n'y avait ni empreinte digitale ni analyse ADN, la confession était souvent le seul moyen d'établir la culpabilité. Et quelle meilleure façon d'obtenir une confession qu'en rendant la vie si insupportable que même un mensonge devenait préférable à la continuation de l'agonie. Ensuite, elle servait d'exemple. Dans une société où la communication était lente et limitée, où les nouvelles voyageaient au rythme des chevaux et des marchands ambulants, il fallait que chaque acte de justice soit suffisamment mémorable pour marquer les esprits et dissuader les autres. La prison médiévale n'était pas seulement un lieu de détention, c'était un théâtre de la terreur, un spectacle permanent destiné à rappeler à tous ce qui attendait ceux qui transgressaient l'ordre établi. Mais, peut-être plus troublant encore, elle servait parfois simplement de solution pratique. Que faire d'un ennemi politique qu'on ne peut pas exécuter publiquement sans créer un scandale? Que faire d'un témoin gênant qu'il faut faire taire sans laisser de traces trop évidentes? La prison offrait une réponse commode. On pouvait simplement oublier que ces personnes existaient
les laisser disparaître lentement dans l'obscurité humide des souterrains. L'architecture même de ces lieux était conçue pour briser l'esprit avant même de s'attaquer au corps. Prenons l'exemple des oubliettes, ces pièges mortels qui portent si bien leur nom. Imaginez un puits circulaire, profond de plusieurs mètres, taillé directement dans la roche ou creusé dans la terre. L'ouverture au sommet est si étroite qu'une seule personne peut y passer à la fois. Les parois sont lisses, impossibles à escalader. Il n'y a pas d'échelle, pas d'escalier, aucun moyen de remonter une fois qu'on y est descendu. Le prisonnier était descendu par une corde ou simplement jeté dans ce trou. Une fois au fond, il se retrouvait dans un espace si restreint qu'il pouvait à peine s'allonger. Les murs suintaient d'humidité constante. Le sol était souvent recouvert d'une boue nauséabonde, mélange d'eau stagnante et de détritus en décomposition. L'air était vicié, chargé de miasmes qui rendaient chaque respiration difficile. Mais le pire, c'était peut-être l'obscurité totale. Imaginez-vous privé de toute lumière pendant des jours, des semaines, des mois. Vos yeux s'adaptent un peu, certes, mais jamais assez pour distinguer quoi que ce soit clairement. Vous perdez rapidement toute notion du temps. Le jour et la nuit n'ont plus aucun sens. Votre horloge biologique se dérègle complètement. Vous ne savez plus si vous avez dormi ou si vous étiez évanoui. Si ces voix que vous entendez sont réelles ou le produit de votre imagination qui commence à vaciller. Et puis il y avait le silence. Pas le silence paisible de la campagne ou le silence confortable d'une maison endormie. Non, le silence lourd et oppressant des profondeurs, interrompu seulement par le bruit de votre propre respiration, les battements affolés de votre cœur, et parfois, si vous aviez de la malchance, par les gémissements lointains d'autres prisonniers. Les basses fosses n'étaient à guère plus clémentes. Ces cellules étaient creusées à même le sol, souvent sous le niveau de la nappe phréatique. L'eau s'y infiltrait constamment, créant un environnement perpétuellement humide et froid. Le plafond était si bas qu'un homme de taille moyenne ne pouvait s'y tenir debout. Il fallait ramper, s'accroupir ou rester allongé en permanence. Cette position forcée provoquait rapidement des douleurs atroces dans le dos et les articulations. Les muscles se contractaient, les tendons se raidissaient. Au bout de quelques jours seulement, chaque mouvement devenait une torture. Et comme il était impossible de faire de l'exercice, ou même de s'étirer correctement, l'état du prisonnier ne faisait qu'empirer avec le temps. L'humidité constante provoquait d'autres problèmes. La peau se ramollissait, devenait spongieuse et commençait à pourrir par endroits. Des champignons se développèrent sur le corps, provoquant des démangeaisons insupportables. Les vêtements pourrissaient littéralement sur le dos du détenu, se désintégrant lentement jusqu'à ce qu'il se retrouve nu dans ce cloaque. Mais revenons aux cachot traditionnels, ces cellules de pierre qui constituent l'image classique que nous avons des prisons médiévales. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence relativement normale comparée aux horreurs que nous venons de décrire. Ces lieux avaient à leur propre méthode pour briser leurs occupants. D'abord, il y avait le froid. Les murs de pierre épais gardaient certes la fraîcheur en été, mais ils conservaient aussi le froid glacial en hiver. Et ce froid était constant, implacable, pénétrant jusqu'aux os. Il n'y avait pas de chauffage, bien sûr. Parfois, si le prisonnier avait de la chance, on lui accordait une maigre couverture moisie. Plus souvent, il devait compter sur ses seuls vêtements pour se protéger du froid mordant qui montait du sol de pierre et descendait des voûtes humides. Ce froid constant affaiblissait considérablement le système immunitaire. Les prisonniers tombèrent malades rapidement et gravement. Les rhumes se transformaient en pneumonie mortelle. Les blessures mineures s'infectaient et ne guérissaient jamais vraiment. Le moindre problème de santé pouvait devenir fatal dans ces conditions. Ensuite, il y avait la faim. La nourriture dans les prisons médiévales était rare, de mauvaise qualité et souvent avariée. Un prisonnier typique recevait une fois par jour, s'il avait de la chance, un morceau de pain dur et un bol d'eau trouble qui prétendait être de la soupe. Ce pain était souvent moisi, parfois même habité par des vers.
La soupe n'était guère plus qu'un bouillon clair, avec quelques légumes pourris qui flottaient dedans. Cette malnutrition chronique avait des effets dévastateurs. Le corps du prisonnier se mettait littéralement à se dévorer lui-même, puisant dans ses réserves de graisse, puis dans ses muscles pour survivre. Les dents se déchaussaient et tombaient. Les cheveux devenaient cassants et tombaient par poignées. La peau prenait une teinte grisâtre et se couvrait de plaies qui ne cicatrisaient pas. Mais peut-être plus terrible encore que la faim physique était la soif psychologique de contact humain. Beaucoup de prisonniers étaient même maintenus en isolement complet pendant des mois, voire des années. Le seul contact avec d'autres êtres humains se résumait aux quelques secondes quotidiennes, où le geôlier glissait la maigre ration de nourriture par une fente dans la porte. Cette isolation prolongée avait des effets psychiatriques dramatiques. Les prisonniers commençaient à parler seuls, à avoir des conversations avec des personnes imaginaires. Certains perdaient complètement la faculté de parler de manière cohérente. D'autres développaient des tics nerveux, se balançant d'avant en arrière pendant des heures, ou se frappant la tête contre les murs jusqu'à ce qu'elle saigne. La torture psychologique de l'isolement était souvent accompagnée de tortures physiques plus directes. Les geôliers médiévaux disposaient d'un arsenal terrifiant d'instruments et de techniques conçus pour infliger une souffrance maximale, tout en maintenant le prisonnier en vie le plus longtemps possible. Il y avait d'abord les chaînes, pas simplement des entraves pour empêcher l'évasion, mais de véritables instruments de torture. Certaines étaient si lourdes que le prisonnier pouvait à peine les porter. D'autres étaient délibérément trop courtes, forçant le détenu à adopter des positions douloureuses en permanence. Les fers aux pieds étaient parfois reliés par une chaîne si courte que marcher normalement devenait impossible. Il fallait avancer par petits pas traînants, ce qui provoquait rapidement des crampes atroces dans les mollets et les cuisses. Les menottes n'étaient pas conçues pour le confort non plus. Elles étaient souvent trop serrées, coupant la circulation sanguine dans les mains et les poignets. Au bout de quelques heures, les doigts gonflaient et devenaient violets. Au bout de quelques jours, la gangrène pouvait s'installer. Mais c'était parfois exactement l'effet recherché. Un prisonnier aux mains gangrenées était moins susceptible de tenter de s'évader, après tout. Certaines prisons utilisaient des dispositifs encore plus cruels. Le carcan, par exemple, était un collier de fer lourd qui entourait le cou du prisonnier. Il était souvent muni de pointes dirigées vers l'intérieur, de sorte que tout mouvement brusque de la tête provoquait des blessures. Dormir devenait presque impossible, car s'allonger complètement faisait pression sur les pointes. Le prisonnier était condamné à somnoler, assis, la tête droite, se réveillant en sursaut chaque fois qu'elle tombait et que les pointes mordèrent sa chair. Il existait aussi des cages, si petites, qu'un homme ne pouvait s'y tenir, ni debout, ni allongé complètement. Il fallait rester accroupi ou recroquevillé en position fétale pendant des heures, des jours entiers. Ces cages étaient parfois suspendues au plafond, se balançant légèrement à chaque mouvement du prisonnier, ajoutant le mal des transports à l'inconfort physique. Mais les geôliers médiévaux ne se contentaient pas de ces tortures passives. Ils avaient développé toute une gamme de techniques actives pour extraire des informations ou simplement pour le plaisir sadique de faire souffrir. L'étirement était l'une des méthodes les plus courantes. Le prisonnier était attaché par les poignets et les chevilles à un dispositif qui permettait d'étirer lentement son corps. Au début, c'était simplement inconfortable, puis cela devenait douloureux. Finalement, si on poussait trop loin, les articulations se luxaient et les ligaments se déchiraient avec un bruit sec qui résonnait dans la cellule. L'eau était un autre instrument de torture favori. Pas seulement la privation d'eau potable, mais l'utilisation de l'eau comme arme. Certains prisonniers étaient forcés de boire d'énormes quantités d'eau jusqu'à ce que leur estomac soit tellement distendu qu'ils avaient l'impression qu'il allait éclater. D'autres étaient maintenus la tête en arrière, tandis qu'on leur versait un filet d'eau constant sur le visage, créant une sensation de noyade sans fin. Il y avait aussi la technique du goutte-à-goutte chinois, bien que son origine ne soit probablement pas chinoise.
Une goutte d'eau froide tombait sur le front du prisonnier à intervalles réguliers, toujours au même endroit. Au début, c'était simplement agaçant, mais après des heures, puis des jours, cette goutte régulière devenait une obsession. Le prisonnier ne pouvait plus penser à autre chose. Il attendait la prochaine goutte, comptait les secondes, devenait fou d'anticipation. Certains prisonniers soumis à cette torture pendant des semaines présentaient une dépression permanente dans le crâne, là où les gouttes avaient fini par user l'os. Le feu était également un compagnon fidèle des tortionnaires. Pas nécessairement pour brûler directement, mais pour chauffer des instruments métalliques jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges vifs. Ces outils brûlants étaient ensuite appliqués sur diverses parties du corps, provoquant des brûlures au 3e degré, qui ne guérissaient jamais vraiment dans les conditions d'hygiène déplorables des cachots. Certains geôliers préférèrent des méthodes plus psychologiques. Ils plaçaient le prisonnier dans une cellule où il pouvait entendre, mais non voir, d'autres détenus en train d'être torturés. Les cris, les supplications, les gémissements de douleur résonnaient jour et nuit dans les couloirs de pierre. Le prisonnier savait que son tour viendrait, mais il ne savait pas quand. Cette attente était parfois plus terrible que la torture elle-même. D'autres utilisèrent la privation sensorielle de manière plus sophistiquée. Le prisonnier était placé dans une cellule parfaitement silencieuse et plongé dans l'obscurité totale. Aucun son n'y pénétrait, aucune lumière n'y filtrait. Au bout de quelques jours, les hallucinations commençaient. Le prisonnier entendait des voix, voyait des lumières qui n'existaient pas, sentait des présences fantômes. Sa propre voix lui devenait étrangère quand il essayait de parler pour rompre le silence oppressant. La nourriture elle-même pouvait devenir un instrument de torture. Certains prisonniers recevaient de la nourriture délibérément avariée ou empoisonnée à petite dose. D'autres étaient nourris exclusivement de pain salé, sans recevoir d'eau, provoquant une soif atroce. Quelques-uns recevaient des aliments si épicés qu'ils brûlaient la bouche et l'estomac, ou si acides qu'ils rongeaient l'émail des dents. Il existait aussi des tortures, spécialement conçues pour humilier autant que pour faire souffrir. Les prisonniers étaient parfois forcés de ramper nus dans leurs propres excréments, ou de lécher le sol crasseux de leurs cellules. D'autres étaient contraints d'adopter des positions dégradantes pendant des heures, agenouillés comme des animaux ou recroquevillés dans des postures qui les faisaient ressembler à des fœtus géants. Les geôliers prenaient un plaisir particulier à briser la dignité de leurs prisonniers. Un noble habitué aux égards et au respect se voyait traité comme le dernier des criminels. Un prêtre respecté était forcé de blasphémer ou de commettre des actes considérés comme sacrilèges. Un marchand prospère voyait ses richesses et son statut social réduits à néant dans l'égalité sordide du cachot. Cette déshumanisation systématique avait pour but de transformer le prisonnier en une créature brisée, prête à dire ou faire n'importe quoi pour que cesse son supplice. Et malheureusement, cette stratégie fonctionnait souvent. Après des semaines ou des mois de ces traitements, même les individus les plus forts finissaient par craquer. Ils avouaient des crimes qu'ils n'avaient pas commis, trahissaient leurs complices, renonçaient à leurs convictions les plus profondes. Mais peut-être le plus terrible dans tout cela était l'arbitraire total qui régnait dans ces lieux. Un prisonnier pouvait être libéré du jour au lendemain si son geôlier était de bonne humeur, ou au contraire voir ses conditions de détention empirer sans raison apparente. Tout dépendait du caprice de quelques hommes qui détenaient un pouvoir absolu sur des vies humaines. Il n'y avait pas de règles, pas de procédure, pas de recours possible. Le geôlier était à la fois juge, jury et bourreau. S'il décidait qu'un prisonnier méritait une punition supplémentaire, cette punition était immédiatement appliquée. S'il estimait qu'une torture particulière n'était pas assez efficace, il en inventait une nouvelle sur le champ. Cette imprévisibilité était peut-être l'aspect le plus déstabilisant de l'emprisonnement médiéval. Le prisonnier ne savait jamais ce qui l'attendait. Chaque bruit de pas dans le couloir pouvait annoncer sa libération ou une nouvelle séance de torture. Chaque changement dans sa routine quotidienne pouvait signifier une amélioration ou une dégradation de ses conditions.
Cette incertitude permanente rongeait l'esprit aussi sûrement que les chaînes rongèrent la chair. Et quand enfin la mort venait, elle était souvent accueillie comme une délivrance, plutôt que comme une tragédie. Après des mois ou des années de souffrance indicible, l'idée de ne plus sentir, ne plus avoir peur, ne plus espérer en vain devenait presque séduisante. Beaucoup de prisonniers finissaient par appeler la mort de leurs vœux, la supplier de venir les chercher. Certains mouraient de maladie, leur corps affaibli, incapable de résister aux infections qui proliféraient dans l'air vicié des cachots. D'autres succombaient aux blessures infligées par les tortures répétées, leur organisme finissant par céder sous l'accumulation des traumatismes. Quelques-uns se laissaient mourir de faim, refusant les maigres rations qu'on leur apportait dans un dernier acte de défiance, ou simplement par lassitude de vivre. Mais il y avait aussi ceux qui mouraient de désespoir pur. Leur cœur s'arrêtait tout simplement, comme si l'âme avait décidé qu'elle en avait assez. Les geôliers connaissaient bien ce phénomène. Ils avaient appris à reconnaître les signes, le regard qui se perdait dans le vide, la respiration qui devenait de plus en plus superficielle, le refus de répondre aux questions ou même de réagir à la douleur. Ces morts silencieuses étaient peut-être les plus troublantes. Elles ne résultaient d'aucune violence physique directe, d'aucune maladie identifiable. C'était comme si l'esprit humain avait une limite invisible, un seuil au-delà duquel il préférait simplement cesser d'exister, plutôt que de continuer à endurer. Les corps des prisonniers morts étaient rarement traités avec respect. Dans le meilleur des cas, ils étaient jetés dans une fosse commune sans cérémonie ni prière. Plus souvent, ils étaient simplement abandonnés aux rats et à la vermine qui peuplaient les souterrains. Certains geôliers les utilisaient même comme exemple, laissant les cadavres pourrir dans les cellules pour terroriser les prisonniers survivants. Cette indifférence à la mort révélait quelque chose de profondément troublant sur la mentalité de l'époque. Les prisonniers n'étaient plus considérés comme des êtres humains à part entière, mais comme des objets dont on pouvait disposer à volonté. Une fois franchis les portes du cachot, ils perdaient non seulement leur liberté, mais aussi leur humanité même. Pourtant, il serait faux de croire que tous les geôliers étaient des monstres sadiques qui prenaient plaisir à torturer leurs prisonniers. Beaucoup étaient simplement des hommes ordinaires qui faisaient leur travail sans se poser de questions. Pour eux, c'était un emploi comme un autre, une façon de gagner leur pain quotidien. Ils appliquaient les ordres qu'on leur donnait avec la même indifférence qu'un boucher découpe sa viande ou qu'un forgeron martèle son fer. Cette banalisation de la cruauté était peut-être plus effrayante encore que la sadisme pur. Elle montrait à quel point une société pouvait normaliser la souffrance, la transformer en routine administrative. Les prisonniers devenaient des numéros dans un registre, des problèmes à résoudre, des obstacles à éliminer. Il y avait bien sûr des exceptions. Quelques geôliers conservaient un semblant d'humanité, glissant parfois un morceau de pain supplémentaire ou un gobelet d'eau propre. D'autres fermèrent les yeux sur de petites infractions au règlement. Mais ces gestes de compassion étaient rares et dangereux. Un geôlier trop clément risquait de perdre son emploi, voire de se retrouver lui-même derrière les barreaux. Le système pénitentiaire médiéval ne laissait guère de place à la pitié. Il était conçu pour être implacable, inflexible, terrifiant. Chaque aspect de son fonctionnement était pensé pour maximiser la souffrance et minimiser l'espoir. Même les rares moments de répit étaient calculés pour mieux faire sentir au prisonnier l'horreur de sa situation normale. Par exemple, certains cachots disposèrent de petites fenêtres, si hautes et si étroites qu'elles ne laissaient filtrer qu'un mince rayon de lumière. Cette lumière était suffisante pour rappeler au prisonnier l'existence du monde extérieur, mais pas assez pour éclairer vraiment sa cellule ou améliorer ses conditions de vie. C'était une torture supplémentaire, un rappel constant de tout ce qu'il avait perdu. D'autres prisons utilisaient les sons comme instrument de torture psychologique. Les prisonniers pouvaient entendre les bruits de la vie normale, les voix des gens qui passèrent dans la rue, les cloches des églises,
les cris des marchands. Ces sons leur rappelaient cruellement qu'à quelques mètres de leur cellule, la vie continuait normalement, que le monde avait oublié leur existence. Certains geôliers poussaient cette torture auditive encore plus loin. Ils organisaient des festins dans les couloirs des cachots, s'assurant que l'odeur de la nourriture et le bruit des conversations joyeuses parviennent aux prisonniers affamés et isolés. Ou bien ils amenaient des musiciens pour jouer des airs gais près des cellules, créant un contraste saisissant entre la joie artificielle de la musique et le désespoir profond des détenus. Il existait aussi des prisons où l'on pratiquait ce qu'on pourrait appeler la torture par l'espoir. Le prisonnier recevait régulièrement des nouvelles de l'extérieur, souvent fausses, lui laissant croire qu'il allait bientôt être libéré. On lui parlait de procédures en cours, d'interventions en sa faveur, de grâces royales imminentes. Ces faux espoirs étaient soigneusement entretenus pendant des semaines, des mois, avant d'être brutalement détruits, plongeant le prisonnier dans un désespoir encore plus profond qu'auparavant. Cette cruauté calculée révélait une compréhension sophistiquée de la psychologie humaine. Les tortionnaires médiévaux avaient compris que l'esprit était souvent plus fragile que le corps et qu'on pouvait briser un homme aussi efficacement par la manipulation psychologique que par la violence physique. Ils avaient développé des techniques qui s'attaquaient aux ressorts les plus profonds de la personnalité. L'estime de soi, l'identité, la foi, l'amour familial. Certains prisonniers recevaient ainsi des lettres prétendument écrites par leurs proches, dans lesquelles ceux-ci les reniaient, les maudissaient, leur reprochaient d'avoir déshonoré la famille. D'autres apprenaient que leurs enfants étaient morts ou que leur épouse s'était remariée. Ces nouvelles, vraies ou fausses, étaient choisies pour infliger le maximum de douleur émotionnelle. Les geôliers savaient aussi exploiter les convictions religieuses de leurs prisonniers. Un prêtre pouvait être forcé de commettre des actes sacrilèges, sous peine de voir torturer d'autres innocents. Un croyant fervent se voyait confronté à des dilemmes moraux insolubles, obligé de choisir entre sa foi et sa survie. Ces conflits intérieurs provoquaient parfois des effondrements psychologiques plus complets que n'importe quelle torture physique. Il y avait quelque chose de profondément pervers dans cette science de la souffrance. Elle montrait que la cruauté n'était pas seulement une impulsion primitive, mais qu'elle pouvait devenir un art raffiné, une technique minutieusement développée et perfectionnée. Les geôliers les plus expérimentés connaissaient exactement les points faibles de chaque type de prisonnier, les moyens les plus efficaces de les faire craquer. Un noble habitué au respect et aux privilèges était soumis à des humiliations constantes. Un marchand attaché à ses biens voyait tout ce qu'il possédait distribué sous ses yeux. Un érudit fier de son savoir était privé de tout livre, de toute possibilité de lire ou d'écrire. Chaque torture était personnalisée, adaptée à la personnalité et aux vulnérabilités spécifiques de sa victime. Cette individualisation de la cruauté nécessitait une observation minutieuse des prisonniers. Les geôliers étudiaient leurs réactions, notaient leurs peurs, identifiaient leurs attachements. Ils devenaient des experts en nature humaine, mais une expertise entièrement tournée vers des fins destructrices. Leur connaissance de l'âme humaine ne servait qu'à mieux la briser. Certains développaient même une forme de fierté professionnelle dans leur travail. Ils se vantèrent de pouvoir faire avouer n'importe qui, de pouvoir briser les résistances les plus tenaces. Ils échangeaient des techniques, comparaient leurs résultats, rivalisaient d'ingéniosité dans l'invention de nouveaux supplices. La torture devenait un métier comme un autre, avec ses apprentis, ses maîtres, ses secrets de fabrication. Cette professionnalisation de la cruauté avait des conséquences terrifiantes. Elle signifiait que la torture n'était plus le produit de la colère ou de la passion, mais le résultat d'un calcul froid et méthodique. Les geôliers n'agissaient plus sous l'impulsion du moment, mais selon des plans soigneusement établis, des stratégies éprouvées, des méthodes scientifiques. Ils tenaient parfois de véritables journaux de leurs activités, notant les réactions de chaque prisonnier, l'efficacité de chaque technique, les délais nécessaires pour obtenir une confession. Ces documents, quand ils ont survécu jusqu'à notre époque, constituent des témoignages glaçants de la systématisation de l'horreur.
Mais peut-être le plus troublant était que cette expertise se transmettait de génération en génération. Les fils de geôliers apprenaient le métier de leur père, héritant non seulement des clés des cachots, mais aussi des techniques de torture, des recettes de cruauté. Des familles entières se spécialisaient dans cette profession maudite, créant des dynasties de bourreaux qui perfectionnaient leurs méthodes au fil des siècles. Ces lignées de tortionnaires développaient parfois des spécialités particulières. Une famille excellait dans les tortures par le feu, une autre dans les supplices par l'eau. Certaines se spécialisaient dans la torture psychologique, d'autres dans les mutilations. Cette spécialisation permettait d'atteindre des niveaux de cruauté et d'efficacité que n'aurait jamais pu atteindre un amateur. Il existait même une forme de commerce autour de ces compétences. Les seigneurs les plus riches faisaient appel aux services des tortionnaires les plus réputés, comme d'autres auraient fait appel à des artisans d'exception. Ces experts de la souffrance voyageaient de château en château, apportant avec eux leurs instruments spécialisés et leurs techniques secrètes. Leurs outils eux-mêmes étaient des œuvres d'art macabre. Les plus raffinés étaient forgés par des artisans spécialisés qui mettaient autant de soin dans leur fabrication qu'un orfèvre dans la création d'un bijou. Chaque instrument était conçu pour maximiser l'efficacité tout en minimisant les risques de mort prématurée. Car il fallait que le prisonnier survive assez longtemps pour livrer toutes ces informations. Ces objets portaient parfois des noms évocateurs qui sont parvenus jusqu'à nous. La poire d'angoisse, le berceau de Judas, la Vierge de Nuremberg. Chacun était conçu pour infliger un type particulier de souffrance, pour s'attaquer à une partie spécifique du corps ou de l'esprit. Leur simple évocation suffisait parfois à faire parler les prisonniers les plus récalcitrants. La réputation de certains instruments dépassait largement leur efficacité réelle. La peur qu'ils inspiraient était souvent plus puissante que la douleur qu'ils infligeaient. Un prisonnier qui voyait apporter l'un de ces objets redoutés pouvait s'effondrer avant même qu'on l'ait touché. La menace devenait plus efficace que l'acte lui-même. Cette dimension psychologique de la torture était parfaitement comprise par les geôliers expérimentés. Ils savaient qu'un prisonnier terrorisé était souvent plus malléable qu'un prisonnier souffrant. Ils développèrent donc tout un arsenal de techniques d'intimidation. Bruits mystérieux dans les couloirs, ombres projetées sur les murs, récits détaillés des tortures subies par d'autres détenus. L'imagination du prisonnier devenait leur allié. Laissé seul dans l'obscurité avec sa peur, il se torturait lui-même, inventant des supplices pires que tout ce que ses geôliers auraient pu concevoir. Cette auto-torture psychologique était particulièrement efficace car elle ne coûtait rien et ne nécessitait aucun effort de la part des tortionnaires. Certains cachots étaient ainsi conçus spécifiquement pour stimuler cette peur. On y accrochait de faux instruments de torture, on y gravait de fausses inscriptions laissées par d'anciens prisonniers. On y installait des dispositifs qui produisaient des bruits inquiétants sans raison apparente. Le prisonnier se retrouvait dans un décor de cauchemar qui nourrissait ses angoisses les plus profondes. D'autres cellules jouaient sur des peurs plus primitives. Elles étaient infestées d'animaux répugnants, rats, araignées, serpents, cafards. Ces créatures ne présentaient généralement aucun danger mortel, mais leur présence constante créait un état de stress permanent. Le prisonnier ne pouvait jamais se détendre complètement, toujours sur le qui-vive, toujours en alerte. Cette tension nerveuse constante épuisait rapidement les réserves psychiques du détenu. Il devenait irritable, paranoïaque, incapable de raisonner clairement. Dans cet état de vulnérabilité extrême, il était beaucoup plus facile de lui extorquer des aveux ou des informations. Sa résistance s'effritait petit à petit, comme un mur rongé par l'humidité. Mais les geôliers médiévaux ne se contentaient pas d'exploiter les peurs naturelles de leurs prisonniers. Ils créaient aussi de nouvelles phobies, des terreurs spécifiquement adaptées à chaque individu. Un prisonnier claustrophobe était enfermé dans des espaces de plus en plus exigus. Un autre, qui craignait l'eau, était maintenu dans une cellule constamment inondée. Un troisième, terrifié par les hauteurs, était suspendu dans une cage
au-dessus du vide. Ces tortures sur mesure nécessitaient une étude approfondie de la psychologie de chaque prisonnier. Les geôliers interrogeaient leur entourage, fouillaient leur passé, analysaient leurs réactions pour découvrir leurs points faibles. Ils devenaient de véritables psychologues, mais des psychologues du mal, utilisant leur compréhension de l'esprit humain pour détruire plutôt que pour guérir. Cette perversion de la connaissance était peut-être l'aspect le plus glaçant de tout le système. Elle montrait comment l'intelligence et le savoir pouvaient être détournés de leurs fonctions nobles pour servir les fins les plus abjectes. Les geôliers les plus efficaces n'étaient pas des brutes ignorantes, mais des hommes cultivés, observateurs, dotés d'une compréhension subtile de la nature humaine. Ils lisaient parfois des traités de philosophie ou de théologie, non par amour du savoir, mais pour mieux comprendre les mécanismes de l'âme et les exploiter à leurs fins. Ils étudiaient les témoignages d'anciens prisonniers, analysaient les confessions obtenues, perfectionnaient leurs méthodes avec la rigueur d'un scientifique. Cette approche méthodique donnait à leurs activités une dimension particulièrement sinistre. La torture cessait d'être un acte de violence impulsive pour devenir une science appliquée, une technique raffinée, un art macabre. Les cris des prisonniers n'étaient plus que des données à analyser, leurs larmes que des indicateurs d'efficacité à citer. Dans ce labyrinthe de souffrances qu'étaient les prisons médiévales, il existait une hiérarchie de l'horreur aussi complexe que celle qui régissait la société au-dessus. Car voyez-vous, même dans les profondeurs les plus sombres de ces cachots, tous les prisonniers n'étaient pas égaux devant la cruauté. Au sommet de cette pyramide inversée se trouvaient les prisonniers de marque, ces nobles et ces personnages importants dont la capture représentait un enjeu politique majeur. Pour eux, la prison était certes inconfortable, mais elle restait dans les limites de ce qu'un homme civilisé pouvait endurer. Ils disposaient parfois de cellules relativement spacieuses, d'un lit de paille propre, de repas décents. Leurs geôliers les traitaient avec une courtoisie glaciale, sachant qu'un jour, ils pourraient recouvrer leur liberté et leur pouvoir. Mais ne vous y trompez pas. Cette relative clémence n'était qu'une façade. Derrière les apparences de civilité se cachait une torture plus subtile, mais non moins efficace. Ces prisonniers privilégiés étaient maintenus dans un état d'incertitude permanente quant à leur sort. Un jour, on leur apportait des nouvelles encourageantes. Le lendemain, on leur parlait de leur exécution prochaine. Cette alternance entre espoir et désespoir était calculée pour user leur résistance psychologique. De plus, leur statut même devenait une source de souffrance. Un seigneur habitué à commander se voyait réduit à supplier pour obtenir une couverture supplémentaire. Un évêque respecté devait mendier un peu d'eau propre. Cette chute sociale brutale était parfois plus douloureuse que n'importe quelle torture physique. Leurs geôliers prenaient un plaisir particulier à leur rappeler leur déchéance. Ils s'adressaient à eux avec une familiarité calculée, les appelant par leur prénom plutôt que par leur titre, leur parlant sur un ton condescendant qu'ils n'auraient jamais osé employer autrefois. Cette inversion des rapports de pouvoir constituait une forme d'humiliation constante. Mais c'était encore là un traitement de faveur comparé à ce que subissaient les prisonniers ordinaires. Ceux-ci, voleurs, vagabonds, paysans récalcitrants, hérétiques sans fortune, formaient la masse anonyme des damnés des cachots. Pour eux, aucune considération politique ne tempérait la cruauté de leurs gardiens. Leurs cellules étaient de véritables cloaques où plusieurs détenus s'entassaient dans un espace prévu pour un seul. L'air y était irrespirable, chargé des miasmes de corps mal lavés, d'excréments et de vomissures. Le sol spongieux était recouvert d'une couche de détritus en décomposition qui s'épaississait au fil des mois, formant un tapis organique répugnant où grouillaient les vers et les insectes. Dans ces conditions, les maladies se propageaient avec une rapidité foudroyante. Une simple toux pouvait décimer la moitié des occupants d'une cellule en quelques semaines. La dysenterie transformait ces lieux en mouroirs puants, où les malades agonisaient dans leur propre déjection. La fièvre emportait les plus faibles en quelques jours, laissant leur corps se décomposer au milieu des survivants, jusqu'à ce qu'on daigne les évacuer. Car les morts n'étaient pas toujours évacués rapidement. Parfois,
Les geôliers les laissaient pourrir sur place pendant des jours, voire des semaines, comme un rappel macabre du sort qui attendait tous les prisonniers. L'odeur de la putréfaction s'ajoutait aux autres puanteurs, créant une atmosphère si pestilentielle que même les gardiens hésitaient à s'aventurer dans ces antres. Les prisonniers survivants devaient cohabiter avec ces cadavres en décomposition, dormant parfois contre eux faute de place, respirant leurs effluves mortifères, regardant les asticots dévorer lentement ce qui avait été leurs compagnons d'infortune. Cette proximité constante avec la mort achevait de briser les esprits les plus résistants. Certains geôliers poussaient cette torture psychologique encore plus loin. Ils organisaient de fausses exécutions, emmenant un prisonnier jusqu'à l'échafaud, avant de le ramener au dernier moment dans sa cellule. D'autres faisaient circuler de faux ordres d'exécution, laissant leurs victimes passer des nuits entières dans la terreur de voir venir l'aube fatale. Il existait aussi des prisons où l'on pratiquait ce qu'on pourrait appeler la torture par la promiscuité. Hommes, femmes et enfants étaient délibérément mélangés dans les mêmes cellules, créant des situations d'une indécence révoltante. Les plus faibles devenaient la proie des plus forts, les femmes étaient violées, les enfants brutalisés. Cette dégradation morale était voulue et organisée par les geôliers qui y voyaient un moyen supplémentaire de briser leurs prisonniers. Dans ces conditions, certains détenus perdaient littéralement la raison. Ils se mettaient à hurler pendant des heures, à se frapper la tête contre les murs jusqu'au sang, à dévorer leurs propres excréments. D'autres sombrant dans un mutisme complet, se recroquevillant dans un coin et refusant tout contact avec leurs semblables. Quelques-uns développèrent des obsessions étranges, comptant inlassablement les pierres du mur ou fredonnant sans cesse la même mélodie. Ces manifestations de folie étaient accueillies avec indifférence par les geôliers quand elles ne les amusaient pas. Un prisonnier devenu fou ne présentait plus d'intérêt, ni comme source d'information, ni comme exemple dissuasif. Il était généralement abandonné à son sort, laissé à pourrir dans son coin jusqu'à ce que la mort vienne le délivrer. Mais il y avait pire encore que la folie, l'adaptation. Certains prisonniers, après des mois ou des années de détention, finissaient par s'habituer à leurs conditions de vie atroces. Ils développaient une résistance psychologique qui leur permettait de survivre, mais au prix d'une transformation profonde de leur personnalité. Ces survivants des cachots perdaient progressivement tout ce qui les reliait à leur humanité passée. Ils oubliaient les règles de civilité, les notions de pudeur, les sentiments de compassion. Ils devenaient des créatures primitives, uniquement préoccupées de leur survie immédiate, capables de tuer pour un morceau de pain ou de dénoncer un compagnon pour obtenir une faveur insignifiante. Cette déshumanisation progressive était peut-être l'objectif véritable du système pénitentiaire médiéval. Il ne s'agissait pas seulement de punir les criminels ou d'extraire des informations, mais de démontrer ce qui arrivait à ceux qui osaient défier l'ordre établi. Le message était clair. Transgressez nos lois, et vous cesserez d'être humains. Certains prisonniers tentaient de préserver leur dignité en maintenant des rituels quotidiens, en récitant des prières, en se racontant des histoires du temps de leur liberté. Mais ces efforts pathétiques pour conserver un semblant d'humanité étaient systématiquement sapés par leurs geôliers qui prenaient un malin plaisir à interrompre leurs prières, à souiller leurs maigres possessions, à ridiculiser leurs tentatives de maintenir une apparence décente. D'autres essayaient de créer des liens de solidarité avec leurs compagnons de cellule, partageant leurs maigres rations, se soutenant moralement, organisant une forme primitive d'entraide. Mais ces tentatives de fraternité étaient elles aussi combattues par l'administration pénitentiaire, qui n'hésitait pas à semer la discorde entre les prisonniers, à monter les uns contre les autres, à récompenser les délations et les trahisons. Car voyez-vous, un prisonnier isolé était un prisonnier vulnérable. Un groupe de détenus unis pouvait développer une résistance collective, maintenir un moral de groupe, voire organiser des tentatives d'évasion.
Il fallait donc à tout prix empêcher la formation de ces liens, briser toute velléité de solidarité, transformer chaque cellule en un nid de vipères où régnait la méfiance et la haine. Pour cela, les geôliers utilisaient toutes les techniques de manipulation connues. Ils répandaient de fausses rumeurs sur tel ou tel prisonnier, accusant l'un d'être un mouchard, l'autre d'avoir caché de la nourriture. Ils organisaient de fausses libérations, emmenant un détenu hors de sa cellule, puis le ramenant quelques heures plus tard en laissant entendre qu'il avait collaboré avec l'administration. Ces manœuvres divisaient efficacement les prisonniers, créant un climat de paranoïa générale où personne ne faisait confiance à personne. Dans ce contexte, la moindre faveur accordée par un geôlier devenait suspecte. Le moindre geste de gentillesse était interprété comme une trahison potentielle. Certains prisonniers finissaient effectivement par collaborer avec leur geôlier, espérant ainsi améliorer leur sort, ou simplement survivre un jour de plus. Ils devenaient les yeux et les oreilles de l'administration dans les cellules, rapportant les conversations, dénonçant les projets d'évasion, trahissant ceux qui avaient été leurs amis. Cette collaboration était encouragée par un système de récompense minutieusement calculé. Un mouchard pouvait recevoir une ration de pain supplémentaire, une couverture moins trouée, ou le droit de sortir quelques minutes de sa cellule pour respirer l'air du couloir. Ces privilèges insignifiants prenaient une importance démesurée dans l'univers carcéral où le moindre confort devenait un luxe inouï. Mais les geôliers se gardaient bien de tenir toutes leurs promesses. Un prisonnier qui avait trahi ses compagnons découvrait souvent que sa récompense était illusoire ou temporaire. Une fois qu'il avait perdu la confiance de ses co-détenus, il se retrouvait complètement isolé, haï de tous, privé même de la solidarité précaire qui existait parfois entre les damnés. Cette trahison organisée empoisonnait l'atmosphère des cellules d'un venin particulièrement toxique. Elle créait des cycles de vengeance qui pouvaient durer des années, transformant les cachots en arènes où les prisonniers se détruisaient mutuellement avec une sauvagerie qui réjouissait leurs gardiens. Car c'était là l'un des aspects les plus pervers du système. Il transformait les victimes en bourreaux de leurs semblables. Les geôliers n'avaient plus besoin de se salir les mains. Ils pouvaient laisser les prisonniers se torturer entre eux, se contentant d'attiser les conflits et de récolter les informations que ces guerres intestines faisaient remonter. Dans ce contexte, la mort devenait parfois un acte de résistance. Certains prisonniers choisissaient de se suicider plutôt que de subir plus longtemps ces conditions atroces. Ils se pendaient avec les lambeaux de leurs vêtements, se jetaient du haut des escaliers ou simplement cessaient de s'alimenter jusqu'à ce que leur corps cède. Mais même cette ultime liberté leur était souvent refusée. Les geôliers surveillaient attentivement les signes de désespoir extrême et prenaient des mesures pour empêcher les suicides. Non par compassion, bien sûr, mais parce qu'un prisonnier mort ne pouvait plus livrer d'informations ni servir d'exemple dissuasif. Ils attachaient sur les prisonniers suicidaires, les gavèrent de force s'ils refusaient de manger, les soignaient juste assez pour les maintenir en vie. Cette médecine carcérale était une parodie sinistre de l'art de guérir, uniquement destinée à prolonger la souffrance plutôt qu'à la soulager. Certains cachots disposaient eux-mêmes de cellules spéciales pour les prisonniers suicidaires, des espaces entièrement nus où il était impossible de trouver quoi que ce soit qui puisse servir à s'ôter la vie. Ces cellules de la dernière chance étaient des cubes de pierre lisse, sans la moindre aspérité, sans le moindre objet, où le détenu était maintenu nu pour éviter qu'il ne se pende avec ses vêtements. Dans ces conditions extrêmes, certains prisonniers développaient une créativité macabre pour tenter de mettre fin à leur jour. Ils essayaient de se mordre la langue jusqu'à s'étouffer dans leur sang, de se frapper la tête contre les murs jusqu'à se fracturer le crâne, de retenir leur respiration jusqu'à l'évanouissement en espérant ne plus se réveiller. Mais les geôliers expérimentés connaissaient toutes ces techniques et savaient comment les contrer. Ils utilisaient des bâillons pour empêcher les morsures, des camisoles pour immobiliser les mouvements violents, des stimulants pour ranimer les évanouis. Leur expertise dans l'art de maintenir en vie s'affinait au contact des désespérés qui cherchèrent la mort. Cette lutte permanente entre le désir de mourir
et l'obligation de vivre créaient chez certains prisonniers un état psychologique particulièrement troublant. Ils vivaient dans un entre-deux permanent, ni vraiment vivants ni vraiment morts, maintenus artificiellement dans un état de souffrance perpétuelle. Ces morts vivants des cachots développaient parfois des comportements étranges qui fascinaient et effrayaient leurs gardiens. Certains prétendaient te communiquer avec les esprits des prisonniers morts. D'autres parlaient dans des langues incompréhensibles. Quelques-uns semblaient posséder des connaissances mystérieuses sur l'avenir ou le passé. Ces manifestations, qu'elles soient dues à la folie, à la mystification ou à des phénomènes plus inexplicables, contribuaient à créer autour des prisons médiévales une aura de mystère et d'épouvante qui dépassait leurs fonctions purement répressives. Elles devenaient des lieux maudits où régnaient des forces obscures, des antres du diable où l'âme humaine subissait les pires outrages. Cette dimension surnaturelle des cachots n'était pas accidentelle. Elle participait de la stratégie de terreur mise en place par les autorités. Plus les prisons paraissaient mystérieuses et effrayantes, plus elles dissuadaient efficacement les comportements déviants. La peur du surnaturel s'ajoutait à la peur de la souffrance physique pour créer un système dissuasif d'une efficacité redoutable. Certains geôliers entretenaient délibérément ces légendes, racontant aux nouveaux prisonniers des histoires de fantômes et de malédictions, organisant des mises en scène macabres pour entretenir le climat d'épouvante. Ils savaient qu'un prisonnier terrorisé par des forces occultes était encore plus facile à manipuler qu'un prisonnier simplement soumis par la violence. Ces techniques de manipulation psychologique révélaient une compréhension remarquablement moderne des mécanismes de la peur et du conditionnement. Les geôliers médiévaux avaient intuitivement découvert des principes que la psychologie scientifique ne formulerait que des siècles plus tard. Ils savaient par exemple que l'attente de la souffrance était souvent pire que la souffrance elle-même. Un prisonnier qui attendait sa torture pendant des heures était déjà à moitié brisé avant même qu'on l'ait touché. Cette découverte les amena à développer tout un art du suspense, maintenant leurs victimes dans l'incertitude pour maximiser leur angoisse. Ils comprenaient aussi l'importance de l'alternance entre espoir et désespoir pour maintenir un prisonnier dans un état de vulnérabilité psychologique optimale. Trop de souffrance d'un coup risquait de provoquer un évanouissement ou une crise de démence qui rendait l'interrogatoire impossible. Trop de clémence pouvait permettre au détenu de récupérer ses forces et de reconstituer ses défenses mentales. Il fallait donc doser savamment les moments de répit et les phases d'intensification, créer un rythme de souffrance qui maintenait le prisonnier conscient et lucide, tout en détruisant progressivement sa résistance. Cette science de la torture graduée demandait une expertise considérable et une connaissance approfondie de la psychologie humaine. Les meilleurs tortionnaires étaient ainsi de véritables artistes de la souffrance, capables de moduler leurs techniques selon la personnalité de chaque prisonnier, d'adapter leurs méthodes aux réactions de leurs victimes, d'improviser de nouveaux supplices selon les circonstances. Leur réputation dépassait souvent les frontières de leur région, et certains étaient appelés comme consultants dans des affaires particulièrement difficiles. Ces experts de la cruauté formaient une confrérie informelle qui s'étendait à travers toute l'Europe médiévale. Ils échangeaient leurs techniques, partageaient leurs découvertes, se transmettaient leurs secrets de maître à apprenti. Cette circulation du savoir macabre contribuait à uniformiser et à perfectionner les méthodes de torture à travers tout le continent. Il existait même des traités techniques sur l'art de la torture, des manuels détaillés qui décrivaient les différentes méthodes, leurs avantages et leurs inconvénients, les précautions à prendre pour éviter une mort prématurée. Ces ouvrages, heureusement rares aujourd'hui, constituent des témoignages glaçants de la systématisation de la barbarie. Leurs auteurs y décrivaient avec une précision clinique les points les plus sensibles du corps humain, les doses optimales de souffrance à infliger, les signes avant-coureurs d'un évanouissement ou d'un arrêt cardiaque. Ils y consignaient également des observations sur les différences de résistance selon l'âge, le sexe, la condition sociale ou l'origine géographique des prisonniers. Ces études révélaient une approche quasi scientifique de la torture, une volonté de comprendre
et de codifier les mécanismes de la souffrance humaine. Elle montrait aussi à quel point la cruauté pouvait devenir méthodique, rationnelle, voire érudite, quand elle était pratiquée par des spécialistes expérimentés. Mais peut-être le plus troublant dans ces documents était leur ton détaché, presque ennuyé, comme si leurs auteurs décrivaient des procédures administratives banales, plutôt que des actes d'une barbarie inouïe. Cette banalisation de l'horreur révélait l'étendue de la désensibilisation morale qui pouvait toucher ceux qui pratiquaient quotidiennement la torture, car c'était là l'un des effets les plus pervers du système pénitentiaire médiéval. Il corrompait non seulement ses victimes, mais aussi ceux qui l'administraient. Les geôliers et les tortionnaires, à force de côtoyer quotidiennement la souffrance et la mort, finissaient par perdre toute empathie, toute capacité d'émotion normale. Ils développaient une indifférence glaciale à la douleur d'autrui, une insensibilité totale aux cris et aux supplications. Pire encore, certains finissaient par y prendre goût, trouvant dans la souffrance de leurs victimes une source de plaisir pervers qui les transformait en véritables monstres. Cette corruption morale s'étendait parfois à leur famille et à leur entourage. Les enfants de geôliers grandissaient dans un environnement où la violence était banalisée, où la cruauté était considérée comme normale. Ils développaient pas souvent une vision déformée de la nature humaine et des relations sociales. Certains perpétuaient la tradition familiale et devenaient à leur tour geôliers ou tortionnaires. D'autres, révoltés par ce qu'ils avaient vu, fuyaient ce milieu et tentaient de reconstruire leur vie ailleurs. Mais tous gardèrent des séquelles de leur enfance dans cet univers de violence, des cicatrices invisibles qui marquaient leur personnalité pour le reste de leur existence. La société médiévale, dans son ensemble, était ainsi contaminée par la brutalité de son système pénitentiaire. La violence carcérale irradiait au-delà des murs des prisons, influençant les mentalités, durcissant les cœurs, banalisant la cruauté dans toutes les relations humaines. Cette spirale de violence créait un cercle vicieux où chaque génération devenait plus dure que la précédente, où les méthodes se raffinaient sans cesse dans le sens d'une cruauté accrue. Les prisons médiévales n'étaient pas seulement des lieux de détention, elles étaient de véritables écoles de barbarie qui formaient les bourreaux de demain et empoisonnaient l'âme de la civilisation. Et c'est ainsi que dans ces antres oubliés, loin des regards et de la lumière du jour, se perpétuait un cycle infernal de souffrance et de déshumanisation qui marquait de son sceau sanglant toute une époque. Les pierres suintantes de ces cachots avaient absorbé tant de larmes et de sang qu'elles semblaient elles-mêmes imprégnées de malédiction, condamnées à témoigner pour l'éternité des pires instincts de l'humanité. Voilà donc, mes chers auditeurs, le sombre tableau de ces prisons médiévales où l'humanité touchait ses plus bas instincts. Ces cachots n'étaient pas simplement des lieux de détention, mais de véritables laboratoires de la souffrance, des théâtres de cruauté où se jouaient les pires tragédies de l'âme humaine. Alors que vous vous glissez maintenant vers le sommeil, emportez avec vous cette leçon du passé, que la civilisation n'est qu'un vernis fragile, et que notre époque, malgré tous ses défauts, nous a au moins épargné ces abîmes de barbarie. Dormez bien, et souvenez-vous que même dans les ténèbres les plus profondes de l'histoire, l'espoir d'un monde meilleur n'a jamais complètement disparu. Bonne nuit.